le parc national du Manu, une zone protégée au cœur de la forêt amazonienne au Pérou. Il est interdit d'y pénétrer sans permis. Mais cet homme s'est battu, il a obtenu une autorisation d'y séjourner 1 mois. Son nom, Thierry Jamin. Cet archéologue est à la recherche d'une cité perdue inca depuis des années. Nous avons décidé de le suivre pour cette nouvelle aventure. Et il y a une plantation. Et regarde, une palmeraie. Attendons. Il vaut mieux qu'on attende. Pour l'instant, on va rester là parce qu'on peut avoir des réactions de la part des natifs, des Kukapakuris qui vivent là. J'ai essayé de nous poser le plus en face possible des ruines qu'on a vues. Et c'est à peu près dans cette région-là. Ce qui nous amène ici, au milieu de nulle part, dans cette nature hostile, c'est une conviction. Thierry est persuadé qu'ici se trouvent des ruines incas. Mais pour mieux comprendre, il faut revenir au début de cette histoire, 1 mois plus tôt. Gracias. Cusco, ex-capitale de l'Empire Inca au Pérou. Thierry nous a donné rendez-vous chez lui. Ce natif de Chartres s'est installé ici depuis plusieurs années. Ici, on est au cœur de l'andinisme, on est au cœur de la culture inca et c'est celle qui m'a fait rêver depuis que je suis tout gosse. Hein. Et puis Cusco, c'est la capitale archéologique de l'Amérique du Sud et c'est d'ici que partent toutes les expéditions vers la forêt amazonienne, par exemple. Direction la forêt amazonienne. Pour cette nouvelle expédition, Thierry est accompagné d'une quinzaine de porteurs. Il faut embarquer des centaines de kilos de bagages et de nourriture pour survivre pendant 1 mois dans cette région du monde très hostile. Thierry est persuadé d'avoir enfin localisé Paititi, un Machu Picchu légendaire enfoui selon lui dans la jungle et qu'il traque depuis plusieurs années. Tout ce matériel nous pousse un peu inexorablement vers une zone unique hein, qui est la zone nord de Mameria, c'est-à-dire ce polygone où, à mon avis, on a vraiment de très très fortes chances de trouver un jour la cité perdue. Thierry part en repérage en équipe réduite. Nous le rejoindrons dans 15 jours avec le gros des troupes. Nicole Cartagena sera de l'aventure. Comme Thierry, il y a 30 ans, cette Française recherchait Paititi avec son mari. Ces aventures, ils les ont racontées dans des livres. Celui-ci est un livre sur nos aventures d'expédition. Au cœur du récit, une rencontre avec une tribu indienne, les Machigenga. On a vécu 3 mois avec eux, on a vécu des choses extraordinaires. On a vécu la vie quotidienne, les travaux de chaque jour, l'organisation de la famille. On a vécu un accouchement, un enterrement de ce même bébé qui était né, qui était une fille. Tout ça avait été filmé à l'époque par Herbert, qui avait fait le film 16 mm. Ce film, le voici. La jeune femme aux lunettes qui déguste des verres, c'est Nicole. L'image a un peu vieilli, mais cela reste un témoignage précieux de cette rencontre avec cette tribu. Les Machigenga n'avaient jamais été en contact avec la civilisation. On peut dire qu'au bout des 3 mois, c'était une relation vraiment à la vie, à la mort. C'était quelque chose de très fort avec eux, par tout ce qui s'était passé, par toutes les émotions vécues ensemble. 30 ans plus tard, Nicole a décidé d'accompagner Thierry pour retrouver cette tribu qu'elle n'a jamais revue. 2 semaines plus tard, à l'aéroport de Cusco. Nous allons dans la zone de Mameria qui se trouve à environ 40 minutes de vol. Nous allons monter jusqu'à 15 000 pieds, ce qui fait environ 4 000 mètres d'altitude. Si quelqu'un se sent mal à cause de l'altitude, nous avons des masques à oxygène. Le reste de l'équipe de Thierry rejoint l'expédition.
Nous embarquons à bord d'un Tupolev, l'un des rares hélicoptères capables de voler en haute altitude. Petit moment d'angoisse, le vol est dangereux, il faut survoler la cordillère des Andes et le pilote ne fait rien pour nous rassurer. Dieu nous accompagne aussi pour la sécurité en vol. Nous retrouvons Nicole. Il y a aussi Raoul Delmar, un archéologue péruvien qui travaille avec Thierry depuis de nombreuses années. Une fois passées les neiges éternelles, l'hélicoptère s'enfonce enfin dans la forêt. Des arbres et des arbres à perte de vue, la jungle amazonienne défile sous nos yeux médusés. La quête de Thierry nous apparaît soudain comme une mission impossible. L'équipe a improvisé un héliport en pleine nature. Première à descendre, Nicole. Ce site, c'est elle qui l'a découvert il y a 30 ans. Et pour Thierry, après 2 semaines d'isolement dans la forêt, ses retrouvailles sont émouvantes. Nicole, c'est comme ma maman, et ça fait 30 ans qu'elle n'est pas venue, 1979, 2009, 30 ans, Mameria, c'est un peu son enfant à elle. Il y a une famille de Machiganga qui l'attend, elle va revoir du monde. La famille Machiganga, la voici. Pour Nicole, c'est un peu comme retrouver des amis perdus de vue. Goyo, 30 años, La femme s'appelle Josefina. Elle t'a toujours attendu. Elle ne pensait pas que tu reviendrais un jour. C'est très fort. Josefina avait 21 ans, 22 ans à peu près quand je l'ai connue. C'est quelque chose que personnellement j'ai attendu toute ma vie. Eux, je ne sais pas. Mais on a 2 jours pour bien parler, quoi. C'est ici que nous allons dormir, sous ces tentes. Un confort rudimentaire. On nous parle de moustiques, de serpents, de toutes sortes de bestioles plus ou moins sympathiques. Rien pour nous rassurer. Torito. Es bueno o malo? Bueno, tranquilo. Insecto amigo. Et pour les repas, il ne faut pas s'attendre à de la haute gastronomie. Là, c'est la cantine. On a tué un cochon il n'y a pas très longtemps, donc là, on est en train de le terminer. On a été au régime Yucca pendant près d'1 semaine parce qu'on n'avait pratiquement plus rien. Josefina Palomino. Josefina ne s'est jamais vue en photo. La seule image qu'elle connaisse d'elle-même, c'est son reflet dans l'eau de la rivière. On a mis 2 mois avant de pouvoir prendre la moindre photo. La moindre photo car ils avaient peur, donc il a fallu leur montrer quelques photos que l'on avait de nous et leur montrer comment nous on se prenait en photo, comment on se filmait à l'époque avec la caméra 16. Je suis un peu en retard au rendez-vous, mais voilà, 30 ans après quand même j'apporte les photos. Les Machiganga nous invitent à partager un repas. Au menu, une soupe un peu gluante qui ne se refuse pas. Je ne sais pas trop, mais je pense que c'est du bouillon de pécari. C'est un cochon sauvage, mais il a la peau très dure. C'est peu à peu. Josefina est très intimidée et ne parle presque pas. Goyo, le père de famille, lui, est plus loquace. C'est un Péruvien de la ville. Il a tout quitté pour vivre avec les natifs dans la forêt. Il a appris la langue et les coutumes de ce peuple. Je suis venu dans la forêt il y a très longtemps. Ça fait 28 ans. Je me suis attaché à eux et j'ai décidé de vivre ici, dans la jungle. J'aime cette vie.
Là-bas, c'est différent d'ici. Ils ne pensent qu'à l'argent. Ici, c'est simple, il n'y a pas de conflit. Une vie tranquille. La nuit tombe sur Mameria. Goyo s'improvise chaman pour une cérémonie religieuse en l'honneur des dieux incas. La Pachamama, c'est la mère nature qui est révérée depuis l'époque inca. En plus, on est dans une terre sacrée et au nom de tous ceux qui sont morts depuis 5 siècles d'avoir recherché ce site, et bien, ça vaut aussi du respect. Pour tout ça, on respecte les traditions. Décidément, dans cette aventure, il faut avoir la foi, quelle qu'elle soit. Ça nous aide à ouvrir notre cœur, pour montrer tout l'amour que nous avons en nous, pour montrer aux esprits, les apous, tout cet amour. Et comme ça, ils feront tout pour nous protéger. Vamos? Vamos. Nouvelle journée, après une nuit plutôt calme. Thierry souhaite nous montrer un site qu'il a découvert quelques jours plus tôt. Con cuidado porque es muy fangoso. Il faut grimper pendant 2 bonnes heures. Chaque pas est un effort intense. Les jambes sont lourdes, on a du mal à reprendre son souffle et le terrain est glissant. Il faut s'aider des racines aussi, Nicole. Tiens, pareil, c'est ça qui. On n'y voit pas à 10 mètres. Goyo joue le rôle d'éclaireur. Entre les serpents, les ours à lunettes et les jaguars, on imagine le danger partout. On se méfie à chaque coup de machette. Ici là. C'est la plus grosse fourmi de cette région de forêt amazonienne. Ça peut faire 4-5 cm de long et la morsure est hyper douloureuse, elle peut même être mortelle. Une Isula nous mord, c'est 70 heures de fièvre environ. Voilà une. La première, c'est la primera del conjunto. Ben là on est dans l'une des premières maisons. C'est un style très rustique qu'on appelle pirca, c'est-à-dire que ce sont des pierres qui ont été empilées les unes sur les autres sans aucun mortier. C'est une découverte presque transcendantale parce que ce sont les premières traces d'architecture que l'on n'ait jamais trouvées en forêt amazonienne. Ce n'est pas ce qu'on a vu nous en 79. Les maisons étaient plus complètes, oui. Il y a 30 ans au moins. Moins détruites peut-être, à l'époque. C'est toujours pareil, le temps passe. Raoul, aquí tienes una esquina. Un peu plus loin, Thierry découvre une construction plus énigmatique. Là on est sûrement dans le point un peu religieux, cérémoniel de l'ensemble des 10 maisons. Ça ressemble un peu à une petite pyramide, ce qu'on appelle un usno. Il faut bien l'avouer, nous sommes un peu déçus par ce que Thierry nous montre. Mais pour lui, ce petit résultat vient contredire des siècles de grandes certitudes scientifiques. Il suffit de gratter pour voir un mur. Avant, il se disait qu'aucun Inca n'avait jamais vécu ici. On disait qu'il s'était établi plus haut, entre 1400 et 1800 mètres d'altitude, à la frontière de la forêt. Mais plus bas, non jamais. On pense que non seulement les Incas viennent de la forêt amazonienne, mais qu'à la dernière époque de l'Empire, ils retournaient vers la forêt. Et Mameria correspond à la dernière époque, sans doute. C'est un bâtiment, ça. C'est formidable parce que je pense que Thierry est sur la voie de quelque chose de très important. C'est vrai, on ne découvre pas un site comme ça, on l'a sous les yeux. Non, on découvre d'abord des choses comme ça et ensuite on voit l'amplitude. C'est ce qui s'est passé avec Machu Picchu aussi. Sinon, Mario, comme ça aussi c'est facile. Hein. Tu les descends comme ça en crabe. C'est facile. En tout, Thierry a découvert une 60aine d'édifices ces derniers jours.
Mais pas seulement. Debía ser así. Utilizado. Sí. La colline regorge de petits trésors, des poteries, des outils, tous d'origine inca. Un bric-à-brac réjouissant découvert sur place et qui vient confirmer la théorie de Thierry. Dès qu'on bouge un peu la terre, eh bien, y a ces fragments qui remontent, et en grande quantité. Ce qui montre que toute cette zone a été très peuplée à un moment donné. Alors qu'aujourd'hui, on ne voit que des arbres. Eh bien, faut s'imaginer plein de petits villages en réseau et des cultures en terrasse à perte de vue. On en a vu plus d'une centaine. Thierry a consacré chaque instant de sa vie à la recherche de vestiges incas. Un Indiana Jones des temps modernes qui n'hésite pas à flirter avec le danger pour atteindre son objectif. Il a déjà mis à jour une dizaine de sites qui viennent conforter sa théorie. Un seul lui résiste encore, la cité perdue de Paititi. Et Paititi a sûrement été une grande capitale. C'est la reine des cités perdues sud-américaines. C'est la plus grande énigme archéologique aujourd'hui en 2009. Si nous on est venu rechercher Paititi, c'est que eh bien, on a accumulé année après année la certitude de l'existence d'un grand centre de population pas très loin de cette zone. Certains prennent Thierry pour un illuminé, mais pour lui, il existe une preuve irréfutable que Paititi se trouve dans la région. À quelques kilomètres, une paroi est gravée de symboles mystérieux, des pétroglyphes. Thierry en est persuadé, les Incas en sont les auteurs et délivrent ici un secret. Nous, on a pu déterminer qu'il s'agissait d'une carte géographique mémoire réalisée par les Incas à un endroit bien précis pour leur permettre de cheminer à travers la forêt sans se perdre jusqu'à un site encore inconnu qui, pour nous, ne peut être que Paititi. Selon Thierry, les pétroglyphes indiquent un site à 12 km de Mameria. Nom de code, la zone rouge. Dans quelques heures, nous nous rendrons tous sur place. Tous, sauf Nicole. Elle rentre à Cusco. Ces quelques jours d'intimité avec Josefina et sa famille nous ont fait prendre conscience de leur mode de vie précaire. Nous savons que nous sommes parmi les derniers à rencontrer des Machigenga en pleine forêt. C'est très émouvant parce que pour moi c'est la dernière fois que je les vois, mais c'est formidable, ça va, je ne suis pas triste non plus. Ce que je regrette d'une certaine manière, c'est un petit peu leur acculturation. C'est le problème, c'est le grand dilemme. Est-ce qu'il faut qu'ils restent comme ils sont? C'était mon idée il y a 30 ans. Maintenant, pour affronter la civilisation, je pense qu'il faudrait qu'il y ait l'éducation. Parce que sans éducation, ils n'ont aucune arme et ils vont se faire exploiter un jour ou l'autre. Destination la zone rouge. Une colline bordée par le fleuve Pilipili. C'est ici que Thierry pense avoir localisé Paititi. Aucun archéologue ne s'y est jamais rendu et les autorités péruviennes ont prévenu. La zone est inhospitalière et probablement habitée. S'y aventurer n'est pas sans danger. Là, on a une trace de pied d'un adulte, assez fraîche. Pour l'instant, on va rester là parce qu'on peut avoir des réactions de la part des natifs. On sait qu'il y a quelqu'un puisqu'on voit des plantations de yucca, ce qui veut dire qu'il y a des familles qui vivent là. Señores, desde hoy el campo de base va a ser en este lugar. Tenemos que armar los toldos, la carpa, así que por favor todos ponemos manos en acción. Gracias. Tout le monde s'active pour monter le camp avant la tombée de la nuit. Nous accompagnons Thierry et Goyo pour un repérage à quelques dizaines de mètres du campement. On devrait voir des indices assez rapidement. Hein. Apparemment c'est des Machigenga. Il faut surtout rien toucher, pas prendre un brin de yucca, etc. Son 5 hombres. Flechas.
Là, il y a des flèches, ce sont 5 hommes. C'est la même manière de façonner les flèches que chez moi, la même manière de fabriquer les caïbas. Ce sont des machigangas. On peut parler avec eux? Oui, un contact direct. Les machigangas sont-ils partis à l'arrivée de l'hélicoptère? Ou se sont-ils réfugiés dans la forêt pour mieux nous observer? Nous sommes un peu inquiets. Thierry, lui, est enthousiaste. Là, on est vraiment des privilégiés, on est les premiers hommes modernes à venir dans cette zone. Des porteurs courageux traversent le fleuve pour ramasser du bois sec afin de faire du feu. Le climat a changé. Nous sommes saisis par le froid et l'humidité qui pénètrent les vêtements. Décidément, l'Amazonie mérite bien son surnom d'enfer vert. La forêt amazonienne, c'est comme ça, agressif et violent, mais c'est aussi tellement merveilleux. La première nuit s'annonce angoissante. Nous nous couchons l'esprit peu tranquille. Des hommes monteront la garde jusqu'à l'aube pour veiller à notre sécurité. Mauvaise surprise au réveil. Un serpent a été tué à quelques centimètres de notre tente. La colline en est infestée. Ce serpent est mortel. Il faut que nous fassions attention, surtout la nuit. Il faut éviter de s'éloigner de notre campement. En cas de nécessité pour faire ses besoins, il faut privilégier un lieu spécifique pour tous, être accompagné et faire attention. Nous commençons tous à être atteints par la fatigue. C'est grelottant que l'on s'attaque au petit déjeuner. Une soupe aux nouilles cuisinée avec l'eau du fleuve. Bon appétit. La brume ne s'est pas dissipée. Il va falloir attendre un peu avant de s'aventurer dans la colline. On est dans une sorte de delta, enfin pas très loin, donc il y a 2 courants d'air qui passent. Et donc ça attire les... Il y a beaucoup de nuages qui viennent s'emprisonner là, mais ça se dégage vers 9-10 heures. D'ailleurs c'est en train de s'ouvrir un peu. J'espère qu'on aura une journée qui nous permettra de faire cette exploration dans de bonnes conditions. Malgré les conditions difficiles, toute l'équipe se met en ordre de marche. Attention, ça glisse. Une fois encore, il va falloir grimper. Et la pente de la montagne est sévère. Mais selon Thierry, Paititi nous attend au sommet. Cuidado. ¿Quieres la mano? Ah, wow. Cuidado. On a fait 10 mètres. C'est comme on le pensait, hein. Toute cette partie-là va être difficile jusqu'au prochain niveau, qui lui devrait être nettement plus intéressant au niveau archéologique. Gracias. Si. Si. Après plusieurs heures d'escalade, Mucho más alto. le sommet est enfin atteint. À coups de machette, on élague. On cherche, on traque le moindre indice d'archéologie inca. Les palétuviennes. Si. Ben là, on est à peu près sur la crête de la zone rouge. Et on n'a pas encore rencontré grand-chose, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc le but, c'est de continuer sur la crête et de reprendre la direction du camp de base en faisant une diagonale, en espérant croiser quelque chose. Mais normalement, on devrait... sinon, mince...
Qué rico. Gracias. Le reste de la journée est tout aussi décevant. Pas de ruines, aucun indice. Ya, hay un fuego. Le lendemain matin, surprise, une étrange fumée apparaît à quelques centaines de mètres du campement. Ils surgissent, les mystérieux habitants de la zone rouge. Ils ont l'air pacifiques et nous font des signes apparemment amicaux. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas le droit d'aller vers eux, d'avoir un contact avec eux. C'est notre engagement avec les autorités du parc national du Manou. Et finalement, le couple insiste pour nous rencontrer. Pour nous, comme pour eux, c'est un échange improbable, mais surtout un moment privilégié. Ils ne parlent pas espagnol. Seul Goyo, qui parle Machiganga, peut communiquer. On a demandé à Goyo, comme il parle le Machiganga, de se familiariser avec eux, de nouer des contacts amicaux pour peut-être obtenir quelques informations sur la possible existence de sites archéologiques dans la région. Non, ils savent rien. Ils ne savent pas ce que sont des ruines, ils ne savent rien. Quand l'hélicoptère est arrivé, ils ont eu très peur. Ils ont cru que ça allait les soulever, les faire disparaître. Maintenant qu'ils peuvent parler avec moi, ils sont contents. Lui, il s'appelle Tobishiri. Et elle s'appelle comment? Elle n'a pas de nom. Le couple nous invite à partager un pot de l'amitié. Un alcool local parfumé, un peu particulier. Et là, il nous offre la boisson traditionnelle de Machiganga, c'est le masato. Masato, c'est le yucca qui est fermenté. Il est mâché par les femmes de la communauté. On rajoute de l'eau et le tout fermente pendant une semaine et ça donne une espèce de yogourt alcoolisé qui est délicieux. Et on peut parfuser, hein, c'est la boisson de l'hospitalité. En échange, Thierry leur offre une casserole. Un geste symbolique pour les remercier de cet instant magique. Mi-effrayé, mi-fasciné, ils décident de s'en aller après cette brève rencontre. La confluencia está aquí, là. Si. Les jours se suivent et se ressemblent. Eh, c'est déjà assez dur comme ça. Tu veux pas te taire? Húmedo. Si tu glisses, tu es emporté par le courant. On a traversé le fleuve des dizaines de fois, sillonné chaque recoin de cette satanée colline. Thierry doit se rendre à l'évidence, il a la mine des mauvais jours. Tous les faisceaux d'informations qu'on a accumulés ces dernières années nous ont conduits dans cette région. Là, ça paraît totalement sauvage. Encore une fois, c'est hyper frustrant parce qu'on sait que c'est quelque part par là. Bon, il y a des fois, il faut voir aussi les choses en face. Hein. Quand il n'y a rien, bon ben, il n'y a rien. J'espère que nous retravaillerons tous ensemble avec le même état d'esprit. Dans quelques heures, chacun va rentrer chez soi après plus d'un mois d'absence. La déception se lit sur tous les visages. Ah oui, déçu parce que c'est quand même un investissement de 2 années de lutte pour avoir les permis, pour trouver les financements. Ça fait vraiment mal intérieurement, mais bon, il faut continuer, il ne faut pas se laisser abattre. C'est vrai que ça serait la grosse déprime. Le ministère Paititi va encore lui accorder quelques
quelques mois, peut-être quelques années, je ne sais pas, de répit. Au moment de décoller, les Machigenga réapparaissent pour faire leurs adieux. Ils ont entendu l'hélicoptère et ils sont venus nous voir. Je leur ai dit que nous allions partir et ils sont venus nous dire adieu. Ils n'ont plus peur? Non, ils n'ont plus peur. Goyo reste dans la forêt, parmi les siens. Quant à Thierry, il reviendra dans quelques mois, c'est sûr, sa foi chevillée au corps. Pour lui, Paititi ne peut être qu'ici, dans l'Amazonie. Et personne ne l'en dissuadera.